Jake Reiner s'est un jour laissé aller à croire que ce Noël ressemblerait enfin à un retour à la maison. Après des années de distance émotionnelle et de séparation silencieuse, il s'était préparé à des retrouvailles qui, espérait-il, répareraient de vieilles fractures. Dans son esprit, il s'imaginait de nouveau assis à la table familière de la maison de Brentwood, entendant les voix de ses parents emplir les pièces, sentant ne serait-ce que brièvement que la famille pouvait à nouveau être unie. Ce fragile espoir a été détruit par un simple coup de téléphone dans la nuit du 14e décembre. Rob Reiner et Michelle avaient été retrouvés morts, brutalement assassinés leur corps, portant des dizaines de coups de couteau. En un instant, tout plan, tout espoir et toute illusion de réconciliation se sont effondrés en quelque chose de méconnaissable. Ce qui suivit fut encore plus insupportable. Le nom qui apparut presque immédiatement fut celui de Nick Reiner. Pas un étranger, pas un intrus, mais son propre jeune frère. L'enfant que Jake avait autrefois protégé avec une dévotion instinctive, le garçon qu'il avait défendu, excusé et aimé sans condition. Le poids de cette révélation était écrasant. Consumé par le chagrin, l'incrédulité et une fureur qu'il ne pouvait plus contenir, Jake est apparu sur KCBS et a prononcé des mots qui ont figé le public dans un silence stupéfait. « J'ai prévenu mes parents », a-t-il dit. « J'avais peur qu'un jour ils fassent quelque chose qui ne pourrait pas être défait. » Cette phrase n'était pas simplement l'expression d'une colère, c'était l'effondrement d'une croyance que Jake avait entretenue pendant la majeure partie de sa vie. Elle a marqué le moment où le déni a fait place à la clarté. Dans les jours qui ont suivi, Jake a choisi de parler ouvertement, de briser les couches de silence pour révéler une vérité familiale douloureuse qui était restée longtemps inexprimée, le favoritisme, l'indulgence et les compromis discrets qui avaient entouré Nick et qui, avec le temps, avaient contribué à créer les conditions d'une tragédie. Aussi, lorsque Nick l'a appelé depuis sa garde à vue plaidant pour de l'aide, insistant sur son innocence, suppliant Jake de l'aider à payer la caution, Jake a refusé. Il savait que cette famille avait été fracturée bien avant que le sang ne coule, et que Nick n'était plus une fissure qui pouvait être réparée, mais une ligne de faille qui avait fini par céder. La nuit du 17 décembre, Los Angeles se sentait anormalement lourde, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Pendant que Nick Reiner gravissait les marches froides du palais de justice à l'autre bout de la ville, Jake était assis dans le studio de KCBS, un endroit qui avait façonné une grande partie de sa jeunesse et de sa carrière. Sous les lumières crues du studio, son visage paraissait plus maigre, creusé par des nuits sans sommeil et un chagrin incessant. Son costume sombre pendait sur un grand cadre qui semblait maintenant légèrement voûté, comme si des années de responsabilité inexprimée s'étaient finalement installées dans sa colonne vertébrale. L'assurance polie d'un reporter chevronné avait disparu. À sa place se trouvait un homme visiblement usé, érodé lentement par le temps, la mémoire et la perte. Il était assis, mais sa posture était rigide. Ses mains étaient crispées sur le bureau, les jointures pâles à cause de la pression. Quand il a commencé à parler, sa voix était basse, rude, comme si chaque mot devait se frayer un chemin à travers une poitrine oppressée. « Je me suis assise ici », a-t-il dit tranquillement, pendant tant de longues nuits, mais jamais une comme celle-ci. Et puis il a commencé, non pas avec des titres ou des accusations, mais avec des fragments de mémoire inégaux et bruts, déroulant l'histoire de sa vie telle qu'il l'a vraiment ressentie. Il a parlé de son enfance avec le nom Reiner, un nom de famille qui suscitait le sourire et l'admiration des autres, mais qui pour lui ressemblait souvent à un manteau trop grand qu'il était censé porter sans se plaindre. Jake Reiner est né le 16,1991 à Los Angeles, fils aîné de Rob Reiner, le cinéaste légendaire, et de Michelle Singer Reiner, une photographe de talent. Son enfance a été marquée par la créativité, les rires et la présence de son grand-père Karl Reiner, dont l'humour et la chaleur ont façonné la maisonnée. Les histoires se racontaient aussi facilement que les repas étaient partagés, et l'art n'était pas une aspiration, mais un mode de vie. Pourtant, l'enfance de Jake n'a pas été un conte de fées. Il a grandi aux côtés de sa jeune sœur Romy et de son jeune frère Nick, et dès son plus jeune âge, il a appris ce que signifiait céder sa place. Être l'aîné signifiait s'effacer souvent sans qu'on le lui demande. Jake se souvient que s'accommoder de Nick lui semblait instinctif, comme si ce rôle lui avait été assigné dès la naissance de son frère. Nick était plus petit, plus fragile, plus instable, et Jake a donc appris à se rétrécir. Il a renoncé à des jouets, à de l'espace,
à des explications qu'il méritait d'exprimer. Il est encore petit, a-t-il entendu à plusieurs reprises, et à chaque fois, il a hoché la tête, ravalant des sentiments pour lesquels il n'avait pas encore de mots. Dans ses souvenirs, Nick était toujours le centre d'attention. Lorsque Nick était en colère, la maison tournait autour de son apaisement. Lorsque Nick pleurait, tout s'arrêtait. Jake a appris à s'asseoir tranquillement dans les coins, à se gérer lui-même, pour ne pas ajouter à la tension. « Je vais bien », disait-il même lorsque personne ne le lui demandait. Ce qui a commencé comme de l'amour s'est lentement transformé en auto-effacement. Rob et Michel ont aimé Nick avec férocité, avec le genre de dévotion motivée par la peur qui vient de l'inquiétude de voir un enfant s'échapper complètement. Ils l'ont protégé, l'ont choyé, ont cru que la patience et la tolérance finiraient par arrondir ses angles. Jake se souvient de son père riant des comportements qui dépassaient les bornes de sa mère, serrant Nick contre elle et chuchotant « Il passe juste un moment difficile ». Jake se tenait à côté d'eux, comprenant, mais sentant une distance se former lentement entre lui et la famille qu'il partageait. Il n'a jamais reproché à ses parents d'aimer Nick. Il comprenait leurs craintes. Mais en grandissant, il s'est senti devenir celui qui portait le reste, la stabilité, la responsabilité tacite de ne pas causer d'ennui. « J'ai l'habitude », a-t-il dit un jour à sa mère, à moitié, en plaisantant, à moitié, en vérité. Michel a souri, ignorant que ces mots étaient un plaidoyer silencieux qu'elle n'avait jamais entendu. L'adolescence de Jake a trouvé refuge dans le baseball, une tradition transmise de Carl à Rob, puis à lui. Rob a emmené son fils au Dodger Stadium un nombre incalculable de fois tous deux, assis côte à côte sous le soleil californien, partageant des moments qui ne nécessitent aucune explication. « Mon père m'a transmis son amour du baseball et je l'ai transmis à Jake », a déclaré un jour Rob, avec fierté se souvenant de voyages à Cooperstown qui l'ont ému aux larmes. Ces moments ont ancré Jake, même si une autre image s'assombrissait dans sa vie, celle de Nick. Lorsque Nick a eu 15 ans, la toxicomanie a fait son apparition. Au début, elle s'est manifestée par de petites perturbations. Regards, vide colère soudaine, disparitions inexpliquées. Jake se souvient avoir pensé que son frère appelait à l'aide, mais ce cri a vite été englouti par le chaos. Année après année, Nick est passé par des écoles, des centres de désintoxication et des promesses de changement. Chaque retour apportait un nouvel espoir. Jake se souvient de Nick à la table du dîner, les mains tremblantes, la voix à peine au-dessus d'un murmure disant « Je vais m'en sortir cette fois-ci, je le pense vraiment ». Rob a acquiescé. Michel a tenu la main de Nick s'accrochant à cette promesse comme s'il s'agissait de la dernière bouée de sauvetage. Jake se tenait à côté d'eux, voulant désespérément croire, mais terrifié, parce qu'il avait déjà cru trop souvent. La douleur la plus profonde n'était pas seulement de voir Nick s'effilocher, mais de voir ses parents s'épuiser lentement sous le poids de la peur et de l'épuisement. Rob semblait vieillir du jour au lendemain, ses silences s'étiraient. Ses épaules s'affaissaient sous l'effet d'une inquiétude constante. Michel vivait dans un état d'attente perpétuelle, attendant les appels téléphoniques, attendant la preuve que son fils était en vie, attendant un signe qu'il n'avait pas entièrement disparu dans l'obscurité. Et maintenant, assis sous les lumières du studio, Jake comprenait que tout cela, les compromis, le silence, l'amour, mêlés de peur, les avaient conduits ici. À un Noël qui ne viendrait jamais à un foyer à jamais modifié, et à une vérité qui ne pouvait plus être évitée. Jake a un jour entendu sa mère dire dans la cuisine, la voix tremblante tant qu'il respirera encore, « Je n'abandonnerai pas ». Il y a eu des nuits où Nick est rentré à la maison complètement hors de contrôle. Et Jake a vu son père s'interposer instinctivement entre les deux frères, agissant comme un bouclier. Michel a pleuré derrière des portes closes en essayant de ne pas laisser Nick voir ses larmes. Jacques a alors compris que leur famille ne vivait plus comme une famille normale. Elle vivait en mode de survie jour après jour, heure après heure. Nous devons le sauver. Rob a dit un jour, Jake n'a pas répondu, parce qu'il avait commencé à craindre la question suivante qui sauverait les gens qui essayaient de le sauver. Dans ces années de formation, Jake a appris à observer plus qu'il ne parlait, et il a commencé à nourrir l'idée de quitter la maison, de commencer une vie et une carrière à part entière. Il avait peur de la célébrité de l'érosion progressive de sa vie privée, de devoir cacher des tragédies telles que la dépendance d'un frère ou d'une sœur. Jake s'est un jour tenu dans les coulisses en regardant les lumières briller sur les autres et s'est demandé s'il avait le courage d'y entrer. Parfois, il parlait très doucement comme s'il se disait «
Et si ce chemin n'était pas le mien, cette question l'a suivi tout au long de ses années de croissance, et c'est pourquoi bien que portant le prestigieux nom de famille Rainer Jake a choisi sa propre voie et ne s'est pas précipité sous les feux de la rampe. Il a fréquenté l'université de Syracuse où il s'est spécialisé dans le journalisme de radiodiffusion et où sa passion pour la narration et le reportage s'est véritablement révélée. Je n'ai qu'une seule autre passion, une passion pour l'information qu'il partageait autrefois, pour s'affirmer dans l'ombre de la présence imposante de son père. Après avoir obtenu son diplôme, Jake a commencé sa carrière de reporter en travaillant pour des stations locales telles que KION à Salinas, puis pour KPRC Channel 2 à Houston, de 2016 à 2018, où il était apprécié de ses collègues pour son professionnalisme et sa facilité d'approche en particulier dans les reportages impliquant les forces de l'ordre. La carrière de journaliste de Jake a progressé régulièrement des stations locales au marché plus important des histoires d'intérêt humain au sport. Il est devenu un visage familier, à l'écran, avec une voix stable et des yeux concentrés, mais chaque soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il retirait son microphone et sa veste de costume. Il a de nouveau été confronté à ce sentiment familier de vide pendant ses années à Houston et plus tard à KCBS KCAL à Los Angeles. Jake a vécu la vie d'un vrai reporter se précipitant sur les scènes, menant des interviews, présentant des émissions et apportant des histoires à l'audience avec un cœur sincère. Il n'a pas fui les projecteurs de sa famille, mais il a toujours gardé une certaine distance pour construire son nom grâce à ses propres efforts. En même temps, son amour pour le baseball n'a jamais faibli. Il a co-animé le podcast The Incline Dodgers, où lui et ses amis ont partagé leur passion pour leur équipe favorite en enregistrant des épisodes remplis de rires et d'analyses, réfléchis comme une façon de rester connecté à la tradition de sa famille. En parlant de KCBS, le dos de Jake a semblé se dérober un peu comme s'il s'agissait du dernier terrain auquel il pouvait encore s'accrocher. Il a évoqué les équipes de nuit, les scènes froides, les vies brisées d'autres personnes qu'il avait autrefois racontées sur un ton neutre. J'ai choisi le journalisme, qu'il a dit doucement, parce que je pensais que si je me tenais derrière l'histoire, la vie ne m'appellerait pas par mon nom. Il a souri très faiblement, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux comme une fine rayure sur du verre. J'avais tort. Et puis un jour, Jake est revenu à l'action, non pas comme un héritier d'une gloire héritée, mais comme quelqu'un qui est arrivé en retard, porteur d'hésitation et de crainte. Les rôles se sont succédés de la télévision au cinéma, de la comédie au drame. Jake n'a pas brillé de façon tapageuse, il s'est infiltré dans l'histoire avec la gravité tranquille de quelqu'un qui est passé par de nombreux carrefours. Le public commence à se rendre compte qu'il n'est pas seulement le fils de Rob Reiner, mais un acteur, avec son propre ton, sa propre tristesse et une façon de raconter des histoires qui est à la fois sobre et persistante. L'année 2023 marque un tournant émotionnel, lorsque Jake apparaît dans des séries tels que Curb Your Enthusiasm for All Mankind, American Crime Story, et surtout dans le rôle principal du film indépendant Love and Tax, où il remporte le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Myrtle Beach en 2024, Ses rôles plus modestes mais marquants, dans des choses telles que Shock and Awe, ont permis aux gens de reconnaître un talent latent, un mélange parfait d'expérience journalistique et d'héritage artistique. Mais la chose la plus douloureuse que Jake a admise dans son rapport est que chaque fois qu'il travaillait sur un film, dans les rares moments de silence entre les prises, Jake Reiner pensait à ses parents plus qu'il n'osait l'admettre. Chaque fois qu'il se tenait devant la caméra, il ne jouait pas seulement pour le réalisateur ou le public, mais aussi pour les deux personnes qui avaient veillé sur lui toute sa vie. Dans son esprit, l'image de Rob apparaissait toujours debout, les bras croisés derrière le plateau, le regard sévère mais pétillant de fierté, et Michelle Jontler observant tranquillement comme si elle enregistrait chaque moment avec son appareil photo invisible. Il y avait des soirs où Jake appelait à la maison sa voix, essayant de paraître calme, alors que son cœur s'emballait comme celui d'un enfant. Il parlait de ses nouveaux rôles du premier film indépendant pour lequel il avait été choisi parmi des milliers de candidats. « Je l'ai fait », a-t-il dit, moitié plaisantant, moitié sérieux. À l'autre bout du fil, Rob s'est resté silencieux pendant quelques secondes, le genre de silence que Jake connaît depuis l'enfance, puis il a répondu « Je savais que tu le ferais ». Michel a ri de sa voix tremblante. « J'ai toujours su que tu trouverais ta place ». Jake a gardé ces mots comme une sorte de talisman.
chaque petite récompense, chaque modeste compliment qu'il voulait partager avec eux d'abord. Il a envoyé des photos des coulisses des articles et même de courtes vidéos enregistrées sur son téléphone. Michelle a répondu par de longs messages émotionnels tandis que Rob était bref et concis, mais Jake a compris qu'il s'agissait d'une fierté qui n'avait pas besoin d'être embellie. « Tu es sur le bon chemin », a dit un jour son père, et Jake a relu cette phrase plus de fois qu'il n'a pu la compter. Tout au long de son parcours de cinéaste, Jake s'est fermement accroché à une conviction: ce Noël, il rentrerait à la maison. Après tant d'années d'éloignement d'affairisme et de silence, il s'assiérait à nouveau dans le vieux salon et déposerait ses réalisations sur la table comme autant de cadeaux tardifs. Il imaginait Rob hochant lentement la tête, Michelle lui tenant la main fermement. « Notre fils », disait-elle, et le simple fait d'y penser suffisait à lui réchauffer la poitrine. Il l'avait planifié dans son esprit un nombre incalculable de fois. Quel vol prendre, quel cadeau apporter, et même les mots qu'il voulait dire lorsqu'il entrerait dans la maison. « Je suis à la maison ». Jake croyait que ce serait le moment où toutes les distances seraient effacées, tous les malentendus dissous. Il croyait qu'enfin il pourrait se tenir devant ses parents, non pas comme un enfant luttant encore pour trouver ses marques, mais comme un homme qui les rendrait fiers. Mais tout s'est brisé si rapidement que Jake n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Le 14 décembre, alors que Jake essayait de terminer la réalisation d'un film à New York, la nouvelle est arrivée comme une coupe froide et impitoyable sans avertissement, sans lui laisser le temps de se préparer. Ses parents étaient morts. Les deux personnes qui avaient été les derniers points d'ancrage de sa vie avaient été assassinées dans la maison même de son enfance, à Brentwood. Ils avaient été attaqués à plusieurs reprises au cou et à la poitrine, ce qui avait provoqué leur mort immédiate, mais cela ne s'était pas arrêté là. Une deuxième nouvelle est venue frapper comme un coup fatal. Nick, son jeune frère biologique, est accusé d'être l'auteur du crime. Jake n'en croit pas ses oreilles. Il restait là figé, avec l'impression que le sol sous ses pieds avait disparu, non pas en s'effondrant, mais en s'éloignant dans une chute libre, silencieuse et prolongée. Noël n'était plus un jour de retrouvailles, mais un vide froid où deux chaises resteraient à jamais vides. Cette douleur sans mots se répandait à chaque seconde qui passait comme une vague violente qui montait sans fin. Jake a immédiatement pris l'avion pour Los Angeles et a rencontré sa sœur Romy. Les deux ne pouvaient que se serrer l'un contre l'autre et pleurer en essayant désespérément de s'accrocher à la chaleur de la famille qui leur restait encore. La douleur inimaginable que nous vivons à chaque instant, diront-ils plus tard. Mais à ce moment-là, Jake s'est senti complètement seul dans le monde étincelant d'Hollywood qui semblait maintenant sans fin et sombre. Mais peu après, le chagrin de Jake s'est transformé en une fureur écrasante, et il a fait des révélations encore plus douloureuses qui ont étouffé les larmes de tous ceux qui les ont entendues. La rage est montée tardivement brûlante, comme si elle était arrivée après la douleur pour brûler tout ce qui restait. Je les ai prévenus. Mon Dieu, j'ai prévenu mes parents 3 mois plus tôt, lorsque Nick a décidé de revenir vivre ici. Jake a murmuré dans sa colère, sa voix tremblante de larmes et d'impuissance. Il a dit que 3 mois plus tôt, bien avant que tout ne s'effondre, il avait prévenu ses parents pas une seule fois, pas dans un moment de colère, mais par véritable peur d'un fils qui voyait le danger s'approcher. Je ne me sens pas en sécurité. Il avait adopté un ton si grave que lui-même s'était rendu compte que ses mains tremblaient. 3 mois plus tôt, lorsqu'il avait appris que Nick, le jeune frère, qui avait été sans abri pendant des années et qui avait lutté contre une dépendance si grave que ses parents l'avaient envoyé en cure de désintoxication, des dizaines de fois voulait rentrer chez lui, il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution. Jake a paniqué. Il a appelé ses parents d'une voix pressante et suppliante. Ne le laissez pas revenir. Nick est un grand toxicomane complètement hors de contrôle. Faites attention, ne le laissez pas s'approcher trop près de vous. J'ai peur. J'ai peur qu'un jour il fasse quelque chose d'irréparable. En racontant cela, la mâchoire de Jake s'est serrée, les muscles de son visage se sont contractés jusqu'à devenir douloureux. Il n'a pas parlé d'une voix accusatrice, mais de la voix de quelqu'un qui a été impuissant pendant trop longtemps. Il a dit qu'il avait supplié ses parents de faire attention à fixer des limites et de ne pas laisser Nick rester trop longtemps. S'il vous plaît, il s'est souvenu avoir dit « Si ce n'est pas pour moi, c'est pour vous ». Ces paroles n'étaient pas celles d'un frère en colère, mais celles d'un fils terrifié. Mais ses parents, comme ils l'avaient été depuis son enfance, avec leur amour sans bornes pour leur plus jeune fils, ont choisi le pardon et l'espoir. Ils croyaient qu'en aimant suffisamment Nick, ils le sauveraient. Ils pensaient que le fait de donner un toit à leur fils
l'aiderait à se relever. Jake se souvient parfaitement de la voix douce de son père Rob qui lui a répondu « Nick est ton frère, il essaye de changer. Nous sommes une famille, nous devons rester ensemble. » Et sa mère Michelle l'a tenu au téléphone en lui disant qu'ils allaient le surveiller, qu'ils allaient l'aider à s'en sortir. Jack a essayé de les convaincre en leur parlant des accès de violence de Nick des années que son frère avait passées à vivre dans la rue des ténèbres, que la toxicomanie avait semé au plus profond de lui. Mais la compassion de ses parents l'a emporté, et maintenant, la tragédie est arrivée. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. Jake a crié à l'agonie, laissant les téléspectateurs en larmes devant sa douleur. Sa rage s'est tournée vers Nick, le frère qu'il avait autrefois aimé et protégé, et s'est transformée en une haine profonde et brûlante. Nick a tué nos parents. Nick a tout détruit, je leur ai dit, je les ai prévenus et personne n'a écouté. Des larmes ont coulé sur son visage, alors que Jake se sentait trahi par la chair de sa chair. Cette fureur s'est rapidement transformée en un sentiment étouffant de culpabilité. Jake commença à se demander s'il aurait pu faire plus. Aurait-il dû rentrer plus tôt, parler plus fort, pousser plus fort? Si j'étais revenu plus tôt, murmura-t-il, les yeux creux et décentrés. Les choses se seraient-elles passées différemment? La question restait sans réponse, ne laissant derrière elle qu'un tourment sans fin. Lorsqu'il pensait à Nick, les émotions à l'intérieur de Jake s'en mêlaient tellement qu'il n'arrivait même pas à les nommer. La colère, le chagrin, la pitié et l'horreur se superposent. « C'est mon frère, dit Jake, la voix tremblante de contradiction, mais c'est aussi la personne qui m'a enlevé mes parents. » Il détourna le visage comme s'il ne pouvait supporter de laisser ces mots exister pleinement dans l'air. Le corps de Jake le trahit complètement à ce moment-là. Ses épaules se rentrèrent en son dos, se voûta, ses mains tremblèrent de façon incontrôlable. Les larmes coulaient silencieusement, mais inexorablement, comme quelque chose qui avait été retenu pendant bien trop longtemps et qui ne pouvait plus être contenu. « Je les avais prévenus », répéta-t-il. Après que Nick Reiner ait été placé en garde à vue, le téléphone de Jake vibra une fois d'un numéro qu'il connaissait et qu'il craignait à la fois. Il savait qu'il s'agissait de Nick avant même de regarder l'écran. Jake hésita longtemps avant de répondre, comme si un simple contact pouvait l'entraîner directement dans un cauchemar qui n'avait pas encore relâché son emprise. À l'autre bout du fil, la voix de Nick était rauque et frénétique, empreinte de la panique de quelqu'un qui vient de perdre sa liberté. Nick parlait sans arrêt, comme s'il avait peur que Jake ne raccroche s'il faisait une pause. Son frère jurait qu'il n'avait rien fait, que quelque chose avait échappé à tout contrôle, que tout n'était pas ce que les gens disaient. « S'il te plaît, crois-moi, » dit Nick d'une voix cassante. « Tu es le seul qui me reste. » Jake ferma les yeux en serrant le téléphone si fort qu'il lui faisait mal, parce que cette voix avait appartenu à un petit garçon qu'il avait passé toute sa vie à protéger. C'est alors que Nick mentionna l'argent. 4 millions de dollars pour la caution, un chiffre froid et brutal, prononcé comme une dernière bouée de sauvetage. Nick a supplié Jake de l'aider à utiliser l'argent pour influencer tout ce qui lui restait pour le sortir de derrière les barreaux. « Je ne peux pas survivre ici, » a dit Nick presque en pleurant. « Aide-moi juste une fois, s'il te plaît. » Chaque mot poignardait directement la poitrine de Jake, où l'amour fraternel et le chagrin insupportable se heurtaient violemment. Jake resta silencieux pendant un long moment. Dans son esprit apparaissait l'image de ses parents Rob et Michelle qui n'auraient plus jamais la chance d'être sauvés. Il pouvait entendre sa propre respiration lourde comme quelqu'un qui essaie de rester debout entre deux falaises. Nick Jake a finalement dit sa voix en baissant le ton. « Je ne peux pas. » Les 3 mots sont tombés lentement, mais ils étaient lourds comme la pierre. « Je ne peux pas utiliser l'argent pour fuir la vérité. » Nick hurle, à l'autre bout du fil, furieux et désespéré à la fois. Il accuse Jake de l'avoir trahi, de l'avoir abandonné comme tous les autres. Jake ferme les yeux, les larmes coulent à flots. « Je ne t'abandonne pas, » dit-il d'une voix tremblante, « mais je ne peux pas non plus te sauver de cette façon. » Ce n'était plus une décision de raison, mais la dernière limite qu'il était forcé de tracer trop tard et avec une douleur insupportable. L'appel s'est terminé dans une respiration saccadée et un silence soudain. Jake a fixé l'écran assombri en ayant l'impression qu'il venait de rompre le dernier fil qui le reliait à son frère. Il ne savait pas si Nick le croyait, ni si cette décision était bonne ou mauvaise. Il savait seulement qu'il y a des moments où l'amour ne suffit plus à sauver quelqu'un et que plus que toute autre chose, c'est la plus cruelle des punitions. Dès la fin du reportage, dans la nuit du 17, de nombreux téléspectateurs sont restés assis devant leur télévision, comme si en ne se levant pas, l'histoire n'était pas encore vraiment arrivée.
Sur les médias sociaux, les réactions sont apparues presque immédiatement, mais contrairement aux tempêtes que les gens ont l'habitude de voir. Il n'y a pas eu d'arguments bruyants, pas de titres sensationnels énervés, mais de courtes lignes brisées. Je n'ai jamais vu un reportage aussi douloureux. Ce n'était plus un journaliste, c'était un fils. De nombreuses personnes ont avoué avoir pleuré, alors qu'elles n'avaient jamais connu la famille Reiner. De nombreux téléspectateurs ont déclaré qu'ils avaient l'impression de s'immiscer dans quelque chose de profondément privé et fragile. Certains ont éteint la télévision à mi-parcours, puis l'ont rallumée comme s'ils n'avaient pas le courage de continuer à regarder, mais ne pouvaient pas non plus supporter de détourner le regard. Un téléspectateur a écrit « J'ai l'habitude de regarder le journal télévisé pour comprendre la vie des autres. Ce soir, j'ai eu l'impression d'assister à une souffrance que personne ne devrait jamais avoir à endurer publiquement. Ce sentiment de culpabilité est resté suspendu sans explication. Sur les forums en ligne, le public a débattu avec une émotion brute. D'un côté, le deuil de l'héritage de Rob Reiner, dont les films ont apporté rire et espoir à des générations aujourd'hui assombries par la tragédie. De l'autre, le déchirement pour Jake et Romy, les enfants survivants qui endurent ce qui a été décrit comme une douleur inimaginable. Ils n'ont pas seulement perdu leurs parents, ils ont perdu l'image même de la famille. Un commentaire a suscité des milliers d'expressions d'empathie. Pour de nombreuses familles, ce rapport est devenu un rappel brutal. Les gens ont serré leurs proches plus fort cette nuit-là, appelant leurs frères et sœurs et leurs parents, juste pour entendre une voix familière. La tragédie de Jake n'était plus seulement sa propre histoire. Elle touchait à la peur profondément humaine que tout puisse s'effondrer à l'intérieur même de la maison que nous croyons être l'endroit le plus sûr. Dans les jours qui ont suivi la tragédie, Jake a lutté contre des cauchemars récurrents. Les images de ses parents assassinés et l'écho de ses propres avertissements devenus inutiles. Sa colère ne s'est pas apaisée. Elle est devenue un feu qui le brûle de l'intérieur mêlé à un sentiment de perte irréparable. Il y a 3 mois, j'ai dit tout ce que je pouvais. S'ils m'avaient écouté, s'ils avaient été plus prudents. De loin, la vie de Jake Reiner semblait être une ligne droite brillante, née dans une famille prestigieuse, avec une carrière, une voix et une place dans le monde. Mais lorsque toutes les couches extérieures ont été enlevées, ce qui est resté, c'est un homme qui a vécu trop de silence, trop d'avertissements non entendus, et une tragédie née de son propre sang. Jake a vu le danger, à l'avance il a essayé de parler, il a essayé de protéger, et c'est précisément pour cela que sa douleur n'est pas seulement une perte, mais un tourment de regret qui durera toute sa vie. Il n'a pas seulement perdu ses parents, dans un seul moment d'horreur, il a aussi perdu la croyance que l'amour et l'avertissement suffisent à empêcher la tragédie. Sa carrière de journaliste, son travail dans le cinéma, toutes les réussites qu'il ramenait fièrement à la maison, lui paraissaient soudain dérisoires face à une question sans réponse. S'il l'avait écouté ce jour-là, les choses auraient-elles tourné différemment? Jake Reiner poursuit sa vie avec une blessure qui ne se refermera jamais. Jake a parlé non pas pour attirer l'attention, mais pour transformer sa douleur personnelle en un avertissement pour les autres. Sa tragédie nous rappelle que la famille a besoin non seulement d'amour, mais aussi d'écoute et de clarté face à des signes dangereux. Il y a des erreurs qui ne permettent pas de seconde chance, et il y a des Noëls qui ne viendront jamais. Merci d'être resté jusqu'aux dernières lignes de cette histoire. Si vous avez des pensées, des sentiments ou une histoire à raconter, laissez un commentaire non pas pour juger, mais pour partager et s'écouter les uns les autres. Et si vous voulez continuer à suivre des histoires plus profondes et plus honnêtes sur les personnes qui se cachent derrière les tragédies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir lu et merci de ne pas vous être détourné.